Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour ce point de l'information sur DenTV. Les titres plénières hier à l'Assemblée nationale, les députés ont étudié le projet de loi portant règlement définitif du budget général de l'État, gestion 2014, le compte-rendu de Amen Didier Oumpenouji à suivre dans un instant. Le conseil communal d'Abomey-Calavi a démarré hier sa deuxième session ordinaire de l'année 2016. Les travaux se déroulent sous la supervision du maire Georges Bala, épureur du Bénin, condamnation de Jean-Pierre Bemba par la CPI. L'ancien vice-président congolais écope de 18 ans de prison. Les réactions à Kinshasa après le verdict de la Cour hier à suivre dans un instant également. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous. Les députés ont étudié en plénière hier le projet de loi portant règlement définitif du budget général de l'État, gestion 2014. Après présentation par la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale, la loi a été examinée et votée par l'ensemble des députés. Voici le compte rendu de Amen Didier Oumpenouji et de Romaric Devoshi. Ce projet de loi de règlement du budget définitif de l'État exercice 2014 a été présenté aux députés par la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale que préside l'honorable Raphaël Akotenyan. Un rapport qui met en lumière les avis motivés de la Cour suprême sur la gestion faite de ce budget général de l'État exercice 2014. Une gestion qui ne respecte pas les normes en la matière. La parole aux députés après le rapport de la Commission a permis de comprendre l'amertume des honorables qui n'approuvent pas cette façon de gérer les fonds publics. Le budget n'a pas été voté par le Parlement. Ça, c'est un fait. Il a été exécuté avec des irrégularités fortes notées par la Chambre des comptes. Gonflement artificiel du tiers du budget antérieur. Le gonflement s'explique par le fait que le ministre des Finances a pris un arrêté pour bloquer l'exécution du budget antérieur. Et ça faisait 341 milliards. Et le gonflement artificiel, ça veut dire que ça rajoute à ce budget général 2014 et ils ont exécuté et sans justifier. Cela nous interpelle. Et Monsieur le Président, cela m'amène à m'interroger si le nouveau gouvernement est pertinent en supprimant les directions des ressources humaines. Je nous appelle à réfléchir. C'est vrai aussi que les hommes ne sont pas les mêmes et je voudrais recommander à l'équipe actuelle de faire un peu plus attention pour ne pas nous amener dans les mêmes travers. Pour ma part, je vais simplement dire que j'ai assisté pendant 10 ans à une gestion calamiteuse des finances de l'État. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, présent à l'hémicycle, fera à la plénière les observations sur cette gestion du budget de l'État, exercice 2014. Pour le ministre des Finances, la fin du mandat du régime précédent a été l'occasion d'une gestion des fonds qui a plus endetté notre pays. L'endettement du Bénin. Nous avons aujourd'hui à peu près 2200 milliards de dettes. Honorable député, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, entre janvier 2016 et mars 2016, le gouvernement précédent a signé des contrats qui ont conduit à augmenter l'endettement du Bénin pour plus de 1200 milliards. Comment est-ce qu'en 3 mois, on peut hypothéquer l'avenir de nos enfants en signant des contrats sur des investissements qui ne sont pas productifs immédiatement? Après une suspension, la plénière a repris l'examen de ce projet de loi de règlement définitif du budget général de l'État, gestion 2014, article par article. Le vote enclenché a permis de constater l'adoption par les députés de cette loi de règlement définitif du budget de l'État, exercice 2014. L'atelier prévu et qui devrait être consacré au rapport sur la COP 21 a été reporté. La plénière reprend jeudi après-midi. Et parlant toujours budget, économie, dépenses au sommet de l'État, le gouvernement de la rupture ne cesse de prendre des mesures
pour réduire le train de vie de l'État et faire des économies. Plusieurs actions ont été menées en quelques mois de gouvernance pour réduire les dépenses de l'État. Quelle analyse peut-on faire alors de cette politique du nouveau départ? La réponse dans ce commentaire signé Fréjus Serlan. Depuis le 6 avril 2016, avec Patrice Talon, le Bénin a l'air de nouvelles réformes qui induisent une réduction du train de vie de l'État. Le contexte oblige, le nouveau gouvernement a hérité de celui du président Boniaï de l'eau passif, dont le cas le plus significatif est la dette intérieure du Bénin, estimée à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Dès lors, la rationalisation des ressources de l'État devient un impératif pour le président et son gouvernement. Du coup, les mesures drastiques s'enchaînent. Diminution du nombre de portefeuilles ministériels, suppression de certains postes dans les ministères et de certaines institutions budgétivores, suppression de per diem, suppression de contrats avec les médias, suppression de certaines ambassades. En moins de 3 mois, ces mesures auront permis d'économiser plusieurs centaines de milliards au Bénin. Mais pour certains observateurs, le gouvernement peut mieux faire. Moi, je ne pense pas que c'est les meilleurs endroits. D'abord, la réduction devait commencer par le nombre de portefeuilles ministériels. Parce que passer de 28 ministres à 21, je ne vois pas encore trop de changements. Aujourd'hui, vous avez des véhicules V8, véhicules dans un pays comme le Bénin où nous n'avons pas de route, on n'en a pas besoin. Ce sont des véhicules qui coûtent près de 90 millions, 100 millions parfois, que l'administration béninoise utilise. Les véhicules administratifs continuent pas à circuler même hors mission. Vous les voyez après 18h30, également après 12h30 circuler sans que personne ne soit inquiété. Cependant, certaines décisions, à l'instar de la suppression des institutions budgétivores, sont justifiées. Si l'ambassade n'arrive pas à atteindre cet objectif économique, c'est-à-dire améliorer les échanges entre son pays et le pays hôte où il réside, où il exerce sa fonction, ce n'est pas intéressant. Et à partir de ce moment, ça fait des charges inutiles qu'on génère. Et quand on les supprime, on ne peut qu'applaudir. Si en général, la volonté de réforme du président Patrice Talon est appréciée, des doutes planent quant à l'endurance du chef de l'État de poursuivre ses actions dans le temps. C'est déjà une très bonne chose que de commencer. Il faut l'encourager. Mais je ne sais pas s'il va maintenir le cap. Il va pouvoir maintenir le cap. Parce que les premières résistances, je vais dire, viendront de l'administration. Parce que toute situation irrégulière, il y a toujours des gens qui en jouissent. Donc quand il va commencer, ceux-là qui vont commencer par lui mettre les bâtons dans les roues, c'est encore les jouisseurs. Cette même politique de réduction du train de vie de l'État a amené le gouvernement à revoir à la baisse le budget de l'État exercice 2016. Le projet de loi de finances rectificative introduit à l'Assemblée nationale prévoit un collectif budgétaire de 1423,487 milliards de francs CFA, soit une réduction d'environ 130 milliards de francs CFA par rapport au budget initial. Autre dossier dans cette édition, le conseil communal d'Abomey-Calavi a ouvert ce mardi la deuxième session ordinaire de l'année 2016. D'importants points sont à l'ordre du jour. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire Georges Bada dans la salle de conférence de la mairie. Horacia Djodi, Cyril Agbo. 23 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2016 du Conseil communal d'Abomey-Calavi. Les conseillers communaux présents à cette session ont pour tâche d'étudier et d'adopter chacun de ces points. Et un accent particulier sera mis sur le compte administratif gestion 2015 élaboré par le maire selon les dispositions de la loi portant régime financier des communes. Cette exigence faite par le législateur sur la décentralisation permet de promouvoir la bonne gouvernance locale qui a pour principe fondamental de rendre compte de la gestion dont nous avons reçu mandat de la population. Car, comme le dit l'adage, qui gère pour autrui se doit de lui rendre compte. Plusieurs autres dossiers seront également étudiés au cours de cette session. Il s'agit par exemple de l'affectation des ressources du FADEC, gestion 2012 et 2015. Les problèmes d'inondation et d'insécurité ne seront pas occultés. Par ces derniers temps, notre commune, la commune d'Abomey-Calavi, connaît des pluies, des inondations et nous continuons à constater du doigt
la réalité que vit notre population. Nous devons, dans un sursaut communal, dans un sursaut national, nous asseoir afin de donner des solutions solides à ce problème d'inondation dans notre chère commune. Nous avons également le problème de l'insécurité. Nous aborderons également ces points. En surplus, le tout nouveau secrétaire général de la mairie, Sébastien Kinsiklounon, a été présenté aux conseillers communaux avant l'examen et l'adoption du rapport d'activité du maire, Georges Bada. L'actualité sur le continent à présent, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba écope de 18 ans de prison pour des viols et meurtres commis par ces hommes en Centrafrique. La Cour pénale internationale CPI a rendu ce mardi sa plus lourde peine, mais pour les Congolais, le verdict est décevant. On écoute quelques Congolais et propos recueillis à Kinshasa. Le verdict n'est pas correct, à notre sens, suivant la logique de la chose, parce que c'est une justice sélective et discriminatoire. Nous sommes déçus par le fait que la justice juste n'est pas administrée à la CPI. Au même moment, la Cour reconnaît que M. Bemba n'est pas le principal protagoniste de ce qui s'est passé à Bangui. Au même moment, on s'acharne à la personne de M. Bemba et on laisse de côté Patassé et Bozizé, avec tout ce qu'il y avait comme chaîne de commandement. Oui, vraiment surpris. Parce que comme on a dit, Bemba, chef hiérarchique de 8 armées. Parce que là-bas on avait dit qu'il y avait 8 armées. Et Bemba, chef hiérarchique de 8 armées, même de l'armée centrafricaine, ça sonne très mal. Pour nous, c'est vraiment de l'injustice internationale. Nous sommes vraiment surpris. Mais moi, je crois s'il y a des preuves probantes et assurantes qui approuvent que Jean-Pierre Bemba doit être coupable par rapport à ces actes posés, je crois que nul n'est au-dessus de la loi. Donc si la loi est dure, ça reste la loi. Donc s'il y a des preuves probantes et assurantes, je crois qu'il doit quand même purger les 18 ans fixés. Mais s'il n'y a pas vraiment de preuves probantes et assurantes, moi je crois qu'il faut recommencer les choses d'une manière juridique pour voir si réellement vraiment il est coupable. En tant que mon compatriote congolais, ça fait mal au cœur de purger encore 10 ans à l'AI. Mais au nom du droit, si le droit est déjà tranché, nul n'est au-dessus de la loi. C'est aussi une leçon à ceux qui aiment la violence. Vous voyez, à l'est du Congo, on est en train de violer, de tuer, de massacrer chaque jour. Cela aussi peut prendre Jean-Pierre Bemba comme modèle à la haie. Un jour, malgré les pouvoirs peuvent se terminer, quand ils seront là-bas, ils seront aussi traités de quelle manière? On reste en Afrique centrale. La tension est remontée mardi à Bangui après une médiation de la mission des Nations Unies en Centrafrique pour mettre fin à une prise d'otage à l'origine de violences ayant fait plusieurs morts. 6 policiers ont été pris en otage depuis dimanche par un groupe d'autodéfense du PK5, le quartier musulman de Bangui, mais ils ont retrouvé leur liberté hier à la suite de négociations à temps appris de sources policières. Suivant les explications de certains responsables de la sécurité publique. Bon, enfin, dans le quartier musulman du PK5, il s'est passé des événements très malheureux et très dramatiques. Comme vous le savez, tout a commencé quand il y a eu un des groupes d'autodéfense donc, qui a eu à kidnapper donc, 5 policiers au niveau du commissariat parce qu'ils estimaient que quelque part les policiers et les gendarmes avaient arrêté certains de leurs camarades quand ils faisaient un exercice de vérification d'identité par rapport à des gens qui venaient de Bambari. Alors, quand ils ont fait le kidnapping, on est rentré en contact avec eux pour essayer quand même de leur faire comprendre que dans un état de droit, c'était quand même pas acceptable de prendre des forces de l'ordre en otage et de réclamer la libération de quelqu'un. Nous avons 6 policiers qui ont été kidnappés, dont un a été relaxé. Nous continuons de suivre cela de très très près. Le message du président de la République, le message du chef du gouvernement est un message de fermeté. Nous demandons purement et simplement la libération de ces policiers qui ont été enlevés et nous nous réservons le droit, bien évidemment, de poursuivre les auteurs en justice parce que ce sont des actes hautement répréhensibles
et il est hors de question que nous puissions laisser faire cela. Tension à Bangui, mais également tension à Pretoria, en Afrique du Sud. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés et des routes bloquées par des pierres et des pneus en feu dans la capitale sud-africaine lundi et mardi. Une manifestation pour protester contre la nomination d'un candidat à la mairie pour des municipales d'août. Le commentaire signé Antoinette Sabo. Pretoria, la capitale sud-africaine, a enregistré en début de semaine des manifestations après la publication des noms des candidats du parti au pouvoir, le Congrès national africain, pour les élections du 3 août prochain. Les habitants de Chouane sont descendus dans la rue pour dénoncer la décision de l'ANC de positionner Toko Didiza comme candidat à la mairie au lieu de reconduire l'édile sortant Kozienso Ramogopa. À cet effet, la ministre sud-africaine de la Défense s'explique. Il s'agit de la capitale et nous n'allons pas laisser des anarchistes, des hooligans et des gangsters détourner ce qui est une source d'inquiétude pour les communautés. La détourner, la transformer en zone d'anarchie. La destruction des infrastructures n'est pas acceptable et ne peut être acceptée. Les agents d'application de la loi vont être en alerte 24 heures sur 24 jusqu'à ce que le calme soit revenu. Pretoria était donc le théâtre d'affrontements ce lundi. Au moins 19 bus ont été incendiés selon le ministre des Transports. La police a procédé à plusieurs arrestations et des suspects seront déférés probablement ce mercredi devant la justice. Hors du continent africain, pour des centaines de migrants cubains, le rêve américain s'arrête. Pour l'instant, en Colombie, ces migrants sont coincés depuis que plusieurs pays d'Amérique centrale ont fermé leurs frontières pour freiner le flux de migration. Le reportage. Yadira rêve que son bébé naisse aux États-Unis. Enceinte de 6 mois, elle vit sa grossesse au gré de son parcours de migrante. Après avoir quitté la Havane en novembre dernier, cette Cubaine de 24 ans a traversé la Guyane, le Brésil, le Pérou, l'Équateur et se retrouve finalement bloquée ici, en Colombie, depuis plusieurs semaines. Pour moi, ça a été difficile parce que j'ai perdu 3 bébés avant d'être enceinte pour la 4e fois avec celui-ci. Le trajet a été long, difficile. Je suis venue jusqu'ici et tout ce que je veux, c'est arriver à destination. Comme Yadira, environ 500 Cubains se trouvent actuellement dans ce port des Caraïbes. Ils ont quitté l'île communiste avec l'espoir de s'installer aux États-Unis. Washington octroie aux Cubains qui se trouvent déjà sur le sol américain des facilités d'immigration. Des facilités qu'ils ont peur de perdre avec le rapprochement entre les deux pays. Mais la traversée de l'Amérique centrale s'avère de plus en plus difficile. Le Panama, le Costa Rica et le Nicaragua ont récemment fermé leurs frontières pour freiner le flux de migrants. On part à cause des problèmes qu'il y a à Cuba, les besoins qu'il y a là-bas, de la nourriture aux problèmes politiques, ça ne fonctionne pas. Les Cubains ne sont pas les seuls sur la route de l'immigration. Plus de 1000 migrants haïtiens, africains ont débarqué dans cette commune entre mai et juin. Les conditions de vie y sont précaires, le manque d'hygiène et la violence font partie du quotidien. Ce hangar attribué aux migrants cubains est selon la municipalité un moyen de les protéger. Ce sont des personnes vulnérables. Et comme dans toutes les villes de Colombie et peut-être du monde, il y a un certain niveau de délinquance ici. Nous ne voulons pas qu'ils soient victimes d'agressions, qu'ils soient blessés. Les maladies ont déjà causé des ravages. Certains n'atteignent même pas la côte et se noient en mer. Ils sont alors enterrés dans ce cimetière local, funeste destination finale pour ces migrants inconnus. Quant aux Cubains qui continuent d'arriver tous les jours, ils se disent simplement reconnaissants d'avoir un endroit où rester après l'éprouvante traversée qui leur a coûté toutes leurs économies et placent dans leurs prières l'espoir d'arriver un jour aux États-Unis. Et avant de boucler cette édition, à Miami, un centre de soins est créé pour sauver des animaux sauvages blessés ou orphelins. La plupart des animaux accueillis dans ce centre sont des oiseaux de mer présentant des plaies causées par le matériel des pêcheurs comme les hameçons. Reportage. Dans ce petit hôpital vétérinaire de Miami, Carla Zepeda voit passer certains des animaux les plus exotiques au monde. C'est sa danse nuptiale, donc si je lui présente un bâton, avec un peu de chance, il l'acceptera. Je vais prendre celui-là.
Je lui montre un bâton et peut-être que ça va lui plaire ou pas. Avec un peu de chance, il va l'accepter et le placer dans le nid. Pépé est désormais un résident permanent ici. Comme 10 autres des pélicans bruns du centre, il est trop handicapé par ses blessures pour survivre à l'état sauvage. La plupart de ces oiseaux de mer sont arrivés ici avec des plaies causées par le matériel des pêcheurs, comme les hameçons. Les admissions du centre ne cessent d'augmenter. Avec plus de 2000 patients et plus de 100 espèces admises ici, le centre a battu l'an dernier un nouveau record. Ici, le personnel est aux petits soins. Ce bébé pivert est par exemple nourri toutes les heures. Là, je suis en train de lui donner des vers de farine. Ce sont des insectivores, donc il mange beaucoup de vers. Ces vers étaient vivants avant d'être découpés et morts. Mais lui, il est à l'âge où il peut les manger vivants. Et puis, c'est un bon mangeur. Pour les employés de ce centre créé il y a plus de 36 ans, l'augmentation du nombre de patients démontre une prise de conscience générale au sein de la population. Les gens ont désormais le réflexe de signaler les animaux blessés. En revanche, le commerce d'animaux exotiques est un fardeau difficile à porter. La plupart des gens veulent avoir des animaux exotiques comme animal de compagnie. Ils sont beaux, aux couleurs vives, et c'est un problème parce que la plupart de ces personnes ne savent pas comment s'en occuper. Parfois, quelqu'un se dit « je ne veux plus de cet oiseau » et je suis sûre qu'il se débrouillera très bien dans la nature. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tous ces perroquets ou d'autres oiseaux qui ne sont pas natifs du sud de la Floride. Ce jour-là, l'un des oiseaux est remis en liberté. C'est l'un des plus grands succès du centre. 3 pélicans bruns sur 4 sont remis en liberté après avoir été soignés. Mais pour les employés, le travail continue. Il faut surtout éduquer le public sur la façon de s'occuper de ces animaux. Très belles images sur ce reportage de centre de soins aux animaux en Floride. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi sur ces belles images que nous allons boucler cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Eden TV.